quelle signification vous donnez à toutes ces arrestations? Certains les appellent main propre, toutes ces arrestations, on en parlait au début. Vous en pensez quoi? Je voudrais juste revenir sur, très On rapidement, n'a pas beaucoup de temps. sur ce qu'a développé Medine, à savoir, d'une part, on demande à l'armée de rester en dehors de la politique, de ne pas jouer de rôle politique, et d'autre part, on lui demande tout. Non, nous ne lui demandons pas. C'est lui qui dit qu'il ne joue pas de rôle politique. On ne peut pas être de manière comme ça un peu contradictoire. Moi, je reviens toujours, après tout le reste, c'est de la technique, la commission de réforme électorale, etc. Ce qui est fondamental à mes yeux, c'est de recréer une véritable autorité politique qui incarne la nation. À partir de là, tout est possible. Tout est possible, ça veut dire en fait qu'il va falloir dissoudre le directoire dissoudra toutes les institutions qui existent, qui sont illégitimes. Le directoire va nommer un gouvernement de transition. Le directoire va déterminer une période de transition. Moi, je pensais 24 à 30 mois si on veut réellement repartir sur une base saine. Je ne vais pas m'étaler sur ces aspects-là. La question, c'était en propos des arrestations. Les arrestations. Les arrestations, en période révolutionnaire, il faut toujours faire de la symbolique. C'est-à-dire qu'il faut frapper l'imagination, et c'est pour ça qu'il faut donner l'illusion du changement. Mais c'est une très belle illusion. Quand tous les prédateurs du système sont arrêtés, sauf probablement ceux qui ont la haute main sur le pouvoir actuel, c'est déjà beaucoup. Je ne crois pas que le mouvement populaire boude le plaisir de voir tous les prédateurs, parce que la prédation économique, elle est encore plus profonde que ce que l'on imaginait. On savait qu'il y avait de la prédation, mais le résultat, que l'iceberg était tellement profond qu'on ne pouvait pas s'imaginer que c'était à ce point. Donc, c'est vrai que ce n'est pas avec l'ancien appareil judiciaire qu'on va faire l'opération mais propre. C'est toute une réforme qu'il faut organiser, et ça, c'est dans le cadre d'un renouveau national. Pour une fois, je vais juste dire que je suis d'accord, parce qu'il faut une justice indépendante pour qu'on puisse parler d'opérations de main propre, notamment en matière de corruption. Tant qu'on n'a pas une justice indépendante, je crains que l'on parle ici et là de lutte de clientèle, l'une ayant vaincu l'autre, essaye de mettre la vaincue en difficulté. Et puis, dernière question, est-ce qu'il y aurait des facteurs extérieurs qui pèsent aujourd'hui sur la crise algérienne, sur le mouvement algérien? Personnellement, j'ai toujours pensé que l'Algérie est un pays hautement stratégique, et que dans le cas où il y aurait un conflit de haute intensité en Méditerranée, conventionnel bien sûr, l'Algérie est une base clé. Donc il est impensable d'imaginer que toutes ces influences extérieures qui se sont exercées sur la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, etc., que toutes ces influences-là détournent le regard à propos de ce qui se passe en Algérie. La preuve seulement, c'est que le Hirak, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le Hirak, il y a aussi la main des révolutions oranges. Ça, c'est incontestable. Il y a ça, si on pouvait prolonger le débat, il y a des preuves qu'il y a des ONG qui ont mis la main dans le Hirak. Et ça, je voudrais attirer l'attention sur... Bien sûr, je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle les réflexes pavloviens. Il faut avoir son libre arbitre, il faut réfléchir, il faut voir en priorité l'intérêt national. Voilà. Donc ça, c'est quant à l'influence étrangère, pour moi c'est une chose certaine, mais j'ajouterais aussi que les Algériens ne sont pas aussi manipulables que peuvent l'être certains nombres. Ça, c'est un peu le côté chaud de on ne peut pas faire avaler des couleurs du genre Saakashvili ou du genre Hamid Karzai ou n'importe quel clown sorti du chapeau de puissance occidentale. Apparemment, il y a même des ONG qui sont dedans. Non, moi je ne suis pas au courant, et j'aime bien parler de choses bien
clair. Oui, mais parce qu'on n'a pas le temps de développer, de référence. Moi, je ne parle que de ce que je... Moi, je peux simplement te dire que le point d'octobre, qu'on a vu en Ukraine, qu'on a vu un peu partout, existe en Algérie. Moi, j'ai vu longuement le mouvement associatif algérien dans le cadre de réunions dans plusieurs villes du pays, et notamment à Alger. Je n'ai jamais vu de main étrangère. Bien sûr. Ça ne se voit pas, la main étrangère. Oui, ça ne se voit pas, mais on peut l'invoquer facilement aussi. Et on l'a invoqué avant même qu'on soit au deuxième ou au troisième vendredi. Et comme par hasard, brusquement, on n'en parle plus. Et on veut appeler au dialogue. Bon. Dans ces cas-là, lorsqu'on estime qu'il y a une main étrangère, il faut tout de suite la désigner pour que le peuple soit éveillé, qu'il se retourne contre cette main étrangère dans le cadre de sa mobilisation pacifique. Ceci n'a pas été fait. Et par conséquent, je crains qu'il n'y ait aucune main étrangère qui interfère, en tout cas. Il faut se réjouir. Il faut s'en réjouir. Absolument. Il faut s'en réjouir. Et moi, je m'en réjouis de voir ce mouvement qui se fixe sur le système politique algérien qui l'opprime et qui ne répond aux étrangers que lorsqu'ils sentent que telle ou telle déclaration ne lui est pas forcément favorable. Donc, moi j'estime qu'il devrait continuer comme ça et être évidemment très vigilant. Ceci étant, bien sûr, l'Algérie est un pays très important, qui a des ressources importantes, humainement et matériellement, et sans parler de la place géographique et de l'étendue géographique qu'il occupe, et sans parler des conflits qui l'entourent. Il peut donc être en quelque sorte comme un point sensible pour les intérêts étrangers. Donc tous les conflits internationaux qui existent, et j'en connais quand même un peu, compte tenu de ma profession, il y a toujours des puissances étrangères qui veillent à la protection de leurs intérêts et qui veillent à l'évolution politique des systèmes politiques et économiques dans le pays où ils ont des intérêts. Donc il va de soi que compte tenu de ces situations, il est important que le peuple algérien, que le mouvement associatif, syndical et autres, tous ceux qui soutiennent le mouvement associatif et le soulèvement, veillent à leur indépendance. Le maître mot pour le soulèvement populaire, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est en tout cas ce que je pensais. Je voulais juste qu'on termine. Au début, je voulais vous laisser dire ce que vous voulez. Je vais vous poser une toute petite question chacun. D'abord, est-ce que vous n'avez pas n'êtes pas inquiet, vous allez dire peut-être certains vont mal me comprendre. Ils vont dire que je soutiens l'armée, que je soutiens le système. Alors, quand vous connaissez, vous avez écrit justement, j'avais raconté beaucoup de choses. J'en ai eu quelques échos comme ça, en parlant, en disant oh, qu'est-ce qui se passe avec M. Arben, il n'est pas en train de soutenir l'armée. C'est pour ça que je suis très très à l'aise de dire que l'armée, que je considère étant, pour moi, il est fondamental de séparer le politique du militaire, et que l'armée doit être dans les casernes, et je le répète 1000 fois. Mais nous sommes dans une situation extrêmement critique. C'est une situation qui peut dégénérer du jour au lendemain. Donc nous avons un principe de réalité, l'armée est là. L'armée est là et nous ne pouvons pas débloquer la situation sans qu'il y ait cette pulsion qui proviendrait de l'état-major. Donc il est fondamental d'appliquer un principe universel, c'est le principe de réalité. Alors si en faisant de la fiction, comme je disais tout à l'heure, l'armée se dégageait complètement, où est-ce qu'il irait le pays? Il n'y a pas de question. Voilà, oui, mais si on a supposé. Donc, c'est pour ça que je dis, l'armée a un rôle facilitateur. C'est nous qui avons, et peut en témoigner, c'est nous qui avons prononcé le mot, au départ, le mot accompagnateur et facilitateur. Et ça, on ne demande pas. Et puis une autre question pour vous, on termine pas. Pourquoi vous refusez le nom Hirak comme nom populaire? Non, je ne le refuse pas. Vous l'aimez pas, du moins. Oui, je ne le refuse pas. Dans des conférences à Alger, notamment avec des jeunes, dès le 3e vendredi, je disais la chose suivante. Le mouvement qui au départ, le mouvement du 22 février, qui au départ apparaissait bien comme une harak, c'est-à-dire comme un peuple qui a bougé, qui s'est mis en mouvement,
est devenu maintenant, c'est-à-dire après 3-4 vendredis, et après des contestations sectorielles multiples, parfois d'ailleurs elles plus organisées, plus structurées plus exactement, est devenu un soulèvement. Et un soulèvement, c'est un peuple qui se met debout. Et en se mettant debout, il y a une revendication et presque une obtention dès lors de sa dignité, parce qu'il s'est mis debout. Et dès lors, il se place d'emblée dans une revendication de droits humains et de liberté démocratique. Quand on se met debout, c'est la première chose qui vient. On revendique sa dignité. Et donc, le mot soulèvement est approprié. D'autant plus que le soulèvement, quand on se met debout, qu'on fait sauter le couvercle, qui est le système, on réclame la fin du système, et de lors, on dessine, on regarde vers l'horizon, en se mettant debout, et en regardant vers l'horizon, on veut, on dit, on réclame, on revendique un régime, un système politique démocratique. Voilà pourquoi je considère que soulèvement répond mieux à la situation actuelle des manifestations du peuple algérien. Si on a encore une minute, je vous laisse conclure quelques secondes chacun. Voilà, donc personnellement, je fais une analyse très froide des choses. Donc c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, je risque de fâcher tout le monde. Or, quand on a une vérité, qu'elle soit vraie ou fausse, quand on a une vérité à présenter, on ne tient pas compte du fait de faire plaisir à l'un ou l'autre. On essaye de voir l'intérêt suprême du pays. C'est-à-dire, quel est cet intérêt? C'est que le pays s'achemine très vite vers un renouveau national. Voilà. Il sait pourquoi je dis ça. Et d'autre part, éviter tous les dérapages possibles. Parce que le pays, moi je dirais même qu'il est en quelque sorte sur une poudrière. D'autant, ça, je crois qu'on n'a pas prononcé le mot depuis le début, d'autant que la logique économique, la vérité économique va rattraper très rapidement le pays. Et c'est ça qui va rendre encore plus complexe l'instauration de la démocratie dans notre pays. À vous, Benchir, au dernier mot. Dernier mot. Moi je pense qu'il était inespéré que le peuple algérien arrive à organiser de telles mobilisations. Le mouvement du 22 février, qui est devenu un véritable soulèvement populaire, a redonné l'espoir au peuple algérien. Et dès lors, il faut être fondamentalement optimiste. Voilà donc quelque chose qui arrive, qu'on n'espérait même pas, qui nous comble d'espoir. Et il n'y a donc pas lieu au pessimisme, puisque c'est quelque chose qu'on attendait, et que cet espoir ouvre des portes en vue d'une transformation politique, et donc une transformation économique du peuple algérien. C'est dès le départ une révolution, un soulèvement de la dignité. Et par conséquent, cet aspect me paraît primordial. Il y a bien sûr des difficultés. Il faut les dépasser par une mobilisation politique dans une lutte continue jusqu'à ce que la principale revendication, qui est un processus, et non pas une simple décision d'un jour, un processus de réorganisation complète du système politique en vue de permettre à la population de réaliser ses aspirations. Merci à vous deux.